Bonsoir à tous, donc je suis Olivier Destrebec, je suis consultant développeur mobile et donc ce soir je vais vous parler du développement mobile en React Native contre Native. Alors de quoi on va parler ce soir? Donc le développement en React Native et Native c'est quoi? Donc déjà donner un petit peu les bases pour qu'on sache de quoi on parle. Et après je parlerai un petit peu plus précisément de React Native parce que c'est une technologie qui est moins connue en général et d'expliquer un peu comment ça marche, les avantages, les inconvénients, parce qu'il n'y a aucune réponse magique, malheureusement. Et la dernière slide, que choisir? Alors, Native, c'est quoi? Alors, si vous voulez créer une application mobile, aujourd'hui, avec les technologies que Google et Apple vous offrent, en général, il vous faut 2 personnes si vous voulez pouvoir supporter 2 plateformes. Et en gros, vous avez un développeur sur chaque plateforme qui va écrire du code dans un langage spécifique à la plateforme pour arriver à la fin à votre application mobile. Sur Android, donc c'est Java principalement, même si Google, pour des raisons légales, sont en train d'essayer de passer à Kotlin le plus rapidement possible parce qu'ils ont des procès qui leur coûtent très cher. Et sur iOS, c'est Swift qui est le langage qu'Apple a introduit il y a 4-5 ans maintenant, et Objective-C. Pancarte sur le mur dit Objective-C, à un moment ou un autre, va prendre la porte. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc si vous commencez aujourd'hui, commencez en Swift, très honnêtement, ça vous évitera les problèmes. Si vous êtes sur un vieux projet, vous aurez sans doute du code en Objective-C. J'en ai fait 10 ans, moi j'aime bien, donc ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas. Donc voilà comment marche le natif. Donc à savoir qu'effectivement il faut 2 personnes ou 2 équipes, parce que c'est très rare de trouver un développeur qui va connaître les 2 plateformes suffisamment bien, les 2 langages, pour pouvoir coder sur des 2 côtés. Donc si vous trouvez une unicorn comme ça, allez-y, embauchez-la. C'est très pratique. Mais c'est pas tous les jours qu'on en trouve. Et donc React Native, comment ça marche? C'est quoi? Donc j'ai essayé de reprendre un diagramme un petit peu similaire. L'autre truc que j'ai oublié de préciser, vous voyez que j'ai mis une ligne entre les 2. C'est pour indiquer, en fait, c'est très dur de partager du code entre les 2 plateformes. C'est faisable, il y en a certains qui le font, mais pour être honnête, c'est très galère parce qu'il faut utiliser un autre langage que Swift ou Java ou Kotlin et ainsi de suite, parce que c'est des langages qu'on ne peut pas partager entre les 2 plateformes. Même si avec Kotlin, maintenant, on peut essayer. Mais donc, ça veut dire que voilà, vous créez le code, c'est vraiment pour une plateforme et il n'y a pas vraiment beaucoup de partage. Et donc, en React Native, le principe, c'est d'écrire le code une fois. Donc, vous pouvez avoir une personne qui crée le code et en utilisant React Native, à la fin, ça part et vous avez une application qui sort sur les 2 plateformes en même temps. Donc là, par exemple, c'est la dernière application sur laquelle j'ai travaillé qui est sortie dans les stores il y a 1 mois, je crois, maintenant. Bon, c'est pas les mêmes données qu'il y a derrière, donc c'est pour ça que l'écran est un petit peu différent. Mais sinon, le layout est exactement le même entre les 2. Alors pour le petit historique, React Native a été créé en 2013 par Facebook lors d'un hackathon interne. Alors la chose à savoir, c'est que ça n'a pas été créé pour faire du cross-platform à l'origine. À l'origine, la problématique que Facebook essayait de résoudre, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de développeurs mobiles en interne. Ce qu'ils avaient beaucoup, par contre, c'était des développeurs web qui connaissaient JavaScript très bien et qui connaissaient toutes ces technologies. Donc eux, ce qu'ils voulaient, c'est trouver une technologie qui leur permettait de prendre ces personnes et de leur dire « vous allez faire du mobile en natif ». À partir de maintenant, sans à ce qu'ils aient à apprendre les langages dont je vous ai parlé, les frameworks et ainsi de suite qui vont avec. Et en 2015, ça a été rendu public et voilà, les gens ont pu commencer à l'utiliser. À savoir qu'au début, d'ailleurs, les premières versions de React Native ne supportaient pas Android, c'était juste iOS. Et donc Android est arrivé plus tard et au début était un peu en retard. Maintenant, ils sont à peu près à parité, mais ils sont arrivés un petit peu plus tard. C'est une technologie qui est utilisée quand même par des grands. Il y a Walmart, Facebook, Airbnb, Instagram, Singland et encore plein d'autres qui l'utilisent. Si vous avez suivi un peu les news dernièrement autour de React Native, Airbnb a annoncé que React Native pour eux c'était fini. Et je vous en dirai un petit peu plus pourquoi. Mais tous les autres continuent. Alors la chose à savoir, c'est que c'est pas parce qu'ils utilisent cette technologie que leurs applications sont 100% dans cette technologie. Airbnb par exemple, c'était 90% natif, 10% React Native. Ça a certains avantages. Mais par contre, voilà, il y a des gens qui pensaient oui, toute leur application est React Native, et vous verrez un petit peu plus tard que ça leur a posé quelques problèmes. Et après, il y a beaucoup de startups aussi qui aiment bien cette technologie parce que un seul développeur, un seul code, on va économiser du temps, ça va aller plus vite, ça va être formidable. Donc voilà, il y a un certain avantage. On parlera des avantages et des inconvénients, mais ça, c'est quelque chose qui est cité très souvent par les startups parce que, raison de budget, il faut sortir l'application le plus vite possible. Alors React Native, comment ça marche ? La première chose à savoir, c'est que React Native est basé sur React.js, qui est un framework pour créer des sites web qui est très populaire en ce moment dans le monde du web. Et en fait, la façon dont React.js marche et la raison pour laquelle c'est assez populaire dans le web, c'est qu'ils utilisent une DOM virtuelle. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les navigateurs Internet, pour mettre à jour l'écran, il y a une structure qu'on appelle la DOM.
Et en fait, ça permet de dire, quand on met à jour quelque chose, hop, l'arbre en entier, en fait. L'avantage d'utiliser justement la Virtual DOM que React utilise, c'est qu'eux vont faire les calculs au début pour dire, si on change ça, il faut juste mettre à jour ce composant dans l'écran. Et donc, ça permet de faire des mises à jour beaucoup plus rapides. Et donc, lors du hackathon qu'ils ont fait en 2013 chez Facebook, ils se sont dit, mais c'est génial, si on peut faire la même chose et au lieu d'afficher de l'HTML sur l'écran, si on réussit à afficher des composants natifs d'applications mobiles, donc à l'époque iOS. Et donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la couche qui générait le code HTML et ils ont mis une couche qui rend des composants natifs et qui rend des composants, donc une UI view sur iOS par exemple, et qui affiche directement sur l'écran. À gauche, donc c'est le code qui est créé en React Native, c'est du code, donc, comme tu disais tout à l'heure, en JavaScript, que beaucoup de personnes connaissent. Et après, ils ont créé un deuxième langage pour représenter tout ce qui est interface graphique, qu'ils appellent JSX. Et en fait, ça permet de décrire en code ce à quoi l'interface doit ressembler. Donc ce JavaScript plus ce JSX est interprété par React Native, parce que JavaScript est un langage interprété et non pas un langage compilé, prend cette interprétation et après, il y a ce qu'on appelle le bridge, le pont, qui va convertir ce code en code natif. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a deux bridges en fait. Il y a un bridge pour Android et il y a un bridge pour iOS. Donc, c'est-à-dire que Facebook, en ce moment, ils maintiennent le code pour ces deux bridges et ils essayent de faire pour qu'ils soient le plus en synchronisation possible pour être sûr que les composants se comportent de la même façon sur une plateforme et sur l'autre. Ça veut aussi dire que si vous voulez créer des composants qui n'existent pas en React Native, vous allez aussi devoir faire ce code en double là. Et j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est important à savoir. C'est un des avantages et des inconvénients de React Native. Dans le sens, si vous voulez faire des choses qui ne sont pas supportées, vous pouvez le faire, mais ça va prendre 2 fois le code habituel. Alors, quels sont les outils qu'on utilise pour faire du React Native ? Si vous venez du monde web, vous allez faire « ouais, génial, c'est tous les outils auxquels j'ai l'habitude ». Donc, JavaScript, comme je disais tout à l'heure, et tous les outils qui vont avec. Donc, il y a NPM pour récupérer tous les composants tierces que vous voulez rajouter à votre projet, qui marche très bien, mais pour les développeurs mobiles, c'est pas un outil qu'on connaît. Donc, en venant du monde du mobile, c'est quoi ce machin ? C'est un peu compliqué. Un framework JavaScript, dans tous les frameworks qui sont JavaScript, que vous pouvez utiliser dans une application web, vous pouvez utiliser en gros dans votre application React Native. Donc D3, Redux, voilà, ils sont tous là. Ça utilise ES6, qui est une des dernières versions de JavaScript. Je dois bien avouer que je ne suis pas toutes les versions de JavaScript, mais si je ne fais pas d'erreur, c'est pas trop vieux, ça va. Donc vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités modernes de JavaScript. Après, pour ce qui est de l'affichage sur écran, ça utilise Flexbox, qui est une technologie pour le web qui est en train d'être adoptée dans les sites web. Parce que le web, il y a toujours quelques années avant que les dernières technologies arrivent dans les browsers et que les navigateurs soient installés chez tout le monde. Et donc, Flexbox, je ne sais pas si c'est encore très utilisé sur le web aujourd'hui, mais en React Native, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on utilise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre tous ces outils en place au début d'un projet React Native est quand même assez compliqué. Et surtout de maintenir ces outils sur la vie du projet. Alors, je pense que les gens éventuellement qui sont du monde web ont un petit peu plus l'habitude de ça. Mais pour les gens qui viennent du monde du mobile, où on a l'habitude que Apple ou Android, une fois par an, nous envoie « tenez, voilà le truc que vous installez, vous y touchez plus », quand on doit gérer ça, est un peu plus compliqué. Alors, les avantages. Parce que si les gens l'utilisent, c'est qu'il y a quand même des avantages, il y a quand même des choses qui sont sympas. Et donc, par exemple, là, je vous ai montré de capture d'écran tout à l'heure. C'est une application que j'ai finie maintenant il y a 1 mois. Sur cette application-là, c'était 99% de code qui était commun entre les deux plateformes. Ce qui est quand même relativement bien. Alors, en général, en moyenne, les gens parlent de 75, 70, 90% de code qu'on peut réutiliser. Et en fait, ça dépend beaucoup du projet que vous avez et à quel point vous êtes pointilleux sur le fait que l'interface soit exactement la même des deux côtés ou pas. Ce que vous avez vu tout à l'heure, il y a 2 bridges qui convertissent le code. Ils ne se comportent pas forcément toujours de la même manière. Et donc, si vous voulez que ce soit parfait exactement de la même chose, de temps en temps, il faut faire du code spécifique pour une plateforme ou pour l'autre pour corriger ces différences, en fait. L'un des éthos de React Native, c'est apprendre une fois et écrire partout. En fait, leur but, c'est pas forcément que vous puissiez faire des applications où le code est 100% le même. Leur but, c'est que vous puissiez attendre une seule technologie et créer des applications sur les 2 plateformes. Et à savoir qu'on dit 2 plateformes, mais en fait, c'est iOS, tvOS, Apple TV, Android. Et si je ne fais pas d'erreur, il y en a une autre que j'ai oubliée.
macOS, je crois que c'est ça, il commence à... Merci. Donc ça quand même permet de couvrir beaucoup de choses. L'autre avantage, c'est que si jamais React Native ne vous permet pas de faire ce que vous voulez, vous pouvez créer vos propres composants natifs pour le faire. Alors c'est bien, parce que ça permet de vraiment tout faire. Le problème, c'est que y a un petit peu plus de code, c'est pas forcément super documenté, mais c'est toujours possible. Donc ça, c'est quand même un très bon avantage. Si vous avez une application sur laquelle vous avez travaillé, ça fait 5 ou 10 ans sur laquelle vous avez travaillé, vous n'allez pas commencer de zéro et dire hop, on abandonne ce qu'on a fait sur les 5-10 dernières années et on va commencer tout frais avec React Native. Ce que vous faites, c'est que vous commencez à dire, voilà, on a des nouveaux écrans, des nouvelles fonctionnalités qu'on veut intégrer, et ces fonctionnalités-là, on va les faire en React Native. Et donc, c'est possible d'avoir justement cette cohabitation de React Native et de code natif dans les applications. Un des autres bénéfices, c'est que si jamais vous avez une application web pour aller à votre application mobile, et qu'elle est faite en React.js, vous pouvez commencer à partager du code entre votre application web et votre application mobile. Donc tout ce qui est code, par exemple, plus back-end, si jamais votre back-end est en Node.js, par exemple, pareil, vous pouvez réussir à compartimentaliser votre code pour pouvoir le partager entre les deux et donc faire des économies de ce côté-là. Par contre, c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut que l'équipe soit suffisamment bien organisée pour planifier ces choses-là et que de pouvoir dire, bah oui, effectivement, ce code, c'est quelque chose qu'on peut partager, réutiliser. C'est toi qui t'en occupes et on le récupère tous après. Une personne peut couvrir les deux plateformes. Donc pour les petites équipes, c'est quand même assez pratique. La vitesse de développement est un petit peu plus élevée du fait qu'il y a qu'une seule plateforme à écrire. Par contre, le débat reste à voir si c'est plus rapide d'écrire en React Native que c'est d'écrire en natif sur une seule plateforme. Donc il y a des gains de productivité qui sont clairs, mais de combien, ça reste à débattre. Et le dernier avantage, c'est que c'est open source. Donc si jamais vous voulez voir comment c'est fait ou qu'il y a un bug dedans, vous pouvez vous mettre au travail et aller réparer les bugs. Ça prend un certain temps, surtout pour que vos fixes soient réintégrés dans le code de React Native, mais c'est faisable. Alors maintenant, les points qui fâchent. React Native est quand même une technologie encore jeune et en constante évolution, donc ils ont fini l'époque où tous les mois, ils sortaient de nouvelles versions et ils cassaient tout. Ils sont à peu près stables, on va dire, mais ils sortent une nouvelle version tous les mois quand même, avec des petites versions entre-temps. Donc, ça veut dire que vous, quand vous faites votre développement, tous les mois, vous devez mettre à jour React Native avec des choses qui changent. Et vous découvrez au fur et à mesure ce qui a changé, ce qui est cassé, ce qui n'est pas cassé. Souvenez-vous que React Native utilise JavaScript. Donc, JavaScript n'est pas forcément super pour aider à découvrir les problèmes au moment où le code est compilé, parce que le code n'est pas compilé. Donc, il y a certains inconvénients qui demandent beaucoup de testing de l'application en live, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez faire des choses qui ne sont pas supportées en React Native, vous pouvez le faire. L'inconvénient, c'est qu'il faut justement le faire en natif. Et donc là, vous commencez à perdre l'avantage d'avoir un seul développeur qui peut tout couvrir. Parce que trouver un développeur qui connaît Android, iOS et React Native, bon courage. Vous en trouverez un qui connaît React Native et iOS, React Native et Android, mais un qui couvre les trois, ça va être dur. Donc à partir du moment où vous voulez partir dans cette direction-là, c'est là où vous vous retrouvez à avoir besoin de 2 développeurs de toute façon. Parce que il faut écrire du code natif pour les 2 plateformes. Le troisième point va sans doute être très contentieux, mais en tant que développeur mobile, je trouve des outils web moins bien que les outils auxquels j'étais habitué sur iOS. Et donc, je trouve que moi, j'ai quand même perdu pas mal de temps, ne serait-ce que dans le debugger, justement, à essayer de trouver les problèmes dans l'application, parce que le debugger, c'est le debugger de Chrome. Et je trouve que les outils qu'on a en mobile sont quand même plus puissants de ce côté-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, à long terme, vous aurez quand même toujours besoin de compétences iOS et Android natifs. Vous y couperez pas. La qualité des composants tiers, donc, comme je disais tout à l'heure, React Native en fait, donne tout ce qui est les bases dont vous avez besoin pour créer une application mobile. Mais très régulièrement, vous allez devoir dépendre sur un composant tiers qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Il y a des composants qui sont très bien faits. Et après, il y a beaucoup d'autres composants qui sont un peu moins bien faits. Et donc voilà, vous allez prendre des dépendances sur ces projets-là, sur des projets qui sont plus ou moins réactifs. Ça peut être problématique à long terme pour les projets. Et après, comme c'est une technologie plus jeune, tout ce qui est documentation, questions-réponses sur Stack Overflow, il y en a beaucoup moins que pour tout ce qui est développement mobile. Tout simplement parce que c'est une technologie qui n'est pas là depuis aussi longtemps, il y a moins de personnes qui l'utilisent. Parce que même si on parle beaucoup de React Native en ce moment dans les blogosphères, je crois que ça reste 90 ou 95% des applications sont faites en natif à la fin du compte. Donc il y a moins de contenu de ce côté-là, donc trouver de l'aide peut être de temps en temps un peu plus compliqué.
Dernier point qui fâche, je risque de me faire des ennemis, mais j'ai trouvé que JavaScript n'était pas forcément le meilleur outil pour créer du code de supra bonne qualité. Alors Facebook essaye de résoudre un peu ces problèmes, ils ont introduit Flow. Vous pouvez utiliser aussi TypeScript, qui permet justement d'avoir un pseudo-compilateur qui vous aide à trouver quels sont les problèmes dans votre code. Mais c'est des outils qui sont durs à utiliser. Moi, j'ai trouvé que de les installer, de les faire fonctionner correctement, ça a été dur. Flow donne en plus des erreurs très cryptiques. Donc, quand vous avez une erreur, vous commencez par vous gratter la tête. Après, vous allez sur Stack Overflow. Et là, vous vous rendez compte, ah bah oui, mais il y a moins de contenu que sur les autres. Et puis après, vous essayez de vous démerder. Et puis quand ça ne marche pas, vous mettez le commentaire qui fait que Flow se tait. Et comme ça disparaît, il n'y a plus de warning et vous continuez. Ce qui n'est pas forcément super. Donc, comme je disais, mettre tous ces outils en place, c'est quand même assez dur. Moi, j'aime bien. Du côté iOS, Apple nous envoie, voilà, vous téléchargez ça, vous installez tout ça et votre machine tournera. Si vous voulez d'autres outils, il y en a quelques-uns d'autres, mais en gros, vous avez tout qui est installé par défaut. Ça m'a pris bien 2-3 semaines à trouver les bons outils qu'il me fallait, les trucs qui marchent bien de la façon dont j'aime bien que ça marche, et ainsi de suite. Alors par contre, voilà, vous pouvez trouver des outils qui marchent différemment, avec des perspectives qui vous conviennent un peu plus ou un peu moins. Mais voilà, il faut le temps de tous les essayer, de les apprendre, de trouver ceux qui marchent encore bien, et ainsi de suite. Et le dernier truc, moi je suis quelqu'un qui aime bien travailler sur tout ce qui est interface graphique, j'étais designer aussi dans le passé, et de ne pas avoir d'éditeur d'interface graphique pour moi est quelque chose que j'aime pas trop. Et en fait, toutes les interfaces, il faut les créer en code. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, et moi je déteste ça. Donc, voilà. Donc à savoir, si vous aimez bien avoir un éditeur d'UI, c'est pas la bonne plateforme pour vous. Quelques difficultés organisationnelles. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Airbnb a abandonné React Native. Et en fait, ils ne l'ont pas abandonné pour des raisons techniques. Ils l'ont abandonné parce qu'ils ont découvert des problèmes organisationnels, parce que justement, ils ont une application qui était hybride, dans le sens où 90% de leur code était en natif et ils avaient 10% qui était fait en React Native. Et donc, une des choses qu'ils ont rencontrées, c'est que Airbnb était devenu dans la communauté des développeurs un peu ouais, ils utilisent React Native. Et ça, c'est devenu leur application est 100% React Native. Et il y a des ingénieurs qui ont fait ah ouais, non, moi je veux pas travailler avec React Native, donc Airbnb, c'est plus sur la liste. Et donc ils ont eu des problèmes de recrutement pour trouver des développeurs parce que justement ils avaient cette image de nous on n'est que React Native et ainsi de suite et les développeurs ne voulaient plus venir. Donc pour les gros projets, comme je disais tout à l'heure, il faut garder ces doubles compétences en plateforme plus les compétences React Native et donc bien réfléchir à comment organiser les équipes pour justement gérer qu'est-ce qui est fait en natif, qu'est-ce qui est fait en React Native, quelles sont les personnes qui les font, qui va les faire, et ainsi de suite. Pour eux, c'était des problèmes de gestion de personnel qu'ils n'avaient pas forcément prévus au début. C'est la gestion de personnel qui existe de toute façon avec juste avec deux plateformes, mais en rajoutant une troisième, ça rajoute encore un peu de complexité au-dessus. Et comme je disais tout à l'heure, la plupart des ingénieurs vont connaître donc une plateforme, iOS, et peuvent apprendre React Native au-dessus, mais alors en plus, aller apprendre Android, c'est très compliqué. Le coût du maintien des outils de développement pour les trois plateformes. Donc je vois par exemple à Airbnb, comme ils avaient du code un peu des deux côtés, ils avaient besoin de beaucoup d'outils pour faire tout marcher. Donc ils utilisaient par exemple pour tout ce qui est localisation de l'application, mais ils le faisaient en natif, mais il fallait que les informations passent au code React Native. Et ça, c'est pas quelque chose qui est prévu dans React Native à la base. Donc il a fallu qu'ils créent plein de choses pour que ça communique bien et que les choses se passent bien. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, les outils de développement, comme la plateforme évolue tous les mois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde. Est-ce qu'il faut qu'on change quelque chose dans nos outils, dans nos pratiques et tout ça. Donc c'est quelque chose à pas sous-estimer. Et après, un truc que j'ai découvert il y a un bout de temps maintenant, c'est que l'être humain est assez flemmard au final. Et donc quand on a une technologie qui est censée marcher sur deux plateformes, les développeurs ont tendance à créer le code. Ils ont une plateforme de prédilection. Pour moi, c'est iOS. Je compile, je fais marcher ça sur mon téléphone, ça marche, parfait, suivant. Manque de bol, une fois sur 10, ça ne marche pas de l'autre côté. Et la personne qui le découvre, c'est le testeur. Le testeur, il le découvre 1 semaine, 2 semaines plus tard. Et voilà, c'est un bug que j'aurais pu fixer probablement en 5 minutes si je l'avais vu, parce que voilà, c'est un petit changement entre les deux plateformes, ok, basta. Mais voilà, on a tendance à le faire. Donc comment convaincre les développeurs de bien tester leurs fonctionnalités sur les deux plateformes à chaque fois, quel que soit le changement, aussi petit soit-il. J'ai fait un changement pour l'application l'autre jour où c'était juste changer l'affichage des conditions de vente dans l'application. Exactement ça, j'ai changé le fichier côté iOS, ça marchait, ça s'affichait bien. Ça marchait bien dans la version d'avant, je ne me suis pas posé de questions. Manque de bol, sur Android, ça ne marchait pas. Et voilà, je n'avais pas testé, j'étais flemmard.
Alors que choisir? Je vous ai promis cette slide. Alors déjà, je vais vous rassurer, il n'y a pas de réponse magique. Parce que sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde ferait du React Native, ce serait une technologie qui aurait déjà été abandonnée. Alors tout ce que j'ai pour vous, c'est des bonnes questions à vous poser. Déjà, est-ce que vous commencez un nouveau projet ou est-ce que c'est un projet qui est existant? Si c'est un projet qui est existant, moi je vous déconseille de partir en React Native si vous ne voulez pas rencontrer les mêmes problèmes que Airbnb a rencontrés. Si c'est un nouveau projet, dans ce cas-là, passez à la prochaine question, qui est quelles compétences vous avez en interne. Si vous êtes comme Facebook il y a 5 ans et que vous n'avez que des développeurs web, React Native peut être un bon choix. Vous rajoutez éventuellement 1 ou 2 développeurs natifs qui connaissent les problématiques mobiles et normalement, ça devrait bien se passer. L'autre question, c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque que dans 5 ans, React Native soit plus à la mode? Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de PhoneGap, Cordova, d'autres technologies hybrides qui sont soit plus à la mode, soit carrément mortes. Et donc toutes les applications qui ont été faites dans cette technologie, en gros, maintenant ne sont plus qu'en maintenance et en projet de remplacer avec une autre technologie. Une application native, à partir du moment où vous l'entretenez à peu près, vous faites des mises à jour régulièrement, c'est tout. Vous continuez à évoluer, les outils continuent à exister, ce sera toujours là. L'autre histoire aussi à savoir, c'est que Facebook a acheté Parse.com il y a 6-7 ans maintenant. Tout le monde dit « ouais, c'est génial, ça va être une plateforme qui va pouvoir grandir parce que Facebook est derrière, ainsi de suite ». 4 ans plus tard, ils ont dit « bon, on abandonne, on ferme les portes ». Manque de bol, il y a des milliers d'applications qui étaient basées sur ces choses-là. Donc des milliers d'applications qui ont dû changer ce qu'ils utilisaient comme infrastructure pour le back-end. Si vous faites des applications mobiles, vous saurez assez vite que remplacer le back-end de votre application mobile, ce n'est pas forcément une chose facile. Donc voilà. Est-ce que Facebook, dans 2 ans, 3 ans, décidera que finalement, ils n'en ont plus besoin et voilà, ils laissent à la communauté et puis eux, ils s'en lavent les mains? Ça peut arriver. Et dans ce cas-là, quel impact ça peut avoir sur votre projet? L'autre question à vous poser, c'est est-ce que vous visez la meilleure expérience utilisateur possible? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout faire avec React Native, parce que dans le pire des cas, vous pouvez l'écrire en natif. C'est vrai, mais point de vue expérience utilisateur, si vous voulez vraiment les meilleures expériences, natif reste quand même la meilleure solution de ce côté-là. Et après, est-ce que vous utilisez des fonctionnalités moins mainstream? Est-ce que vous voulez faire de la réalité augmentée? Est-ce que vous voulez faire du Bluetooth? Des technologies comme ça qui, dans React Native, ne sont pas forcément supportées directement par React Native. Et donc, vous allez devoir utiliser des dépendances tierces qui, voilà, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Vous rajoutez, en fait, à votre pile de dépendances pour votre entreprise, vous rajoutez 1, 2 ou 3 épaisseurs qui peuvent vous faire prendre des risques. En fait, il y a tous les composants de base, en fait, sont faits. Mais après, c'est si jamais tu dois faire un composant qui n'existe pas, il faut que tu écrives ce code en natif et le pont qui se fait entre les deux. Le problème, c'est que la documentation là-dessus n'est pas forcément super bonne. Alors, le premier t'en chie, et le deuxième, troisième, ça se passe mieux. Mais le premier, c'est vraiment galère parce que la documentation est pas bonne de ce côté-là. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes composants. Au point de vue mise à jour, ils sont mis à jour. Donc, tous les mois, tu as une major release. Et entre deux, tu as des bug fixes qui sortent. Donc, de ce côté-là, c'est mis à jour assez régulièrement. Après, je ne connais pas tout ce qui est disponible en React. Donc, je ne peux pas forcément dire s'il y a autant de choses. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est tous les composants de base d'une application mobile sont là, mais tu te retrouves très vite à chercher plus. Tu fais tes 2 boutons, tu fais ton affichage de texte, et puis la prochaine chose que tu vas chercher, c'est comment tu passes d'un écran à l'autre. En React Native, ce n'est pas inclus dans React Native. Donc il faut que tu ailles chercher des librairies pour faire ta navigation. Et ça, c'est un grand sujet de débat au sein de la communauté React Native, parce que y a un composant de navigation qui est fait par Facebook qui est complètement en React Native, mais qui, une fois que c'est sur le téléphone, n'a pas ce fil justement de natif. Et après, tu en as d'autres qui essaient de faire des navigations complètement natives, mais qui sont un peu plus compliquées à utiliser. Alors, donc pour faire du multithreading, alors ça, c'est un des autres inconvénients de React Native. C'est en gros, si je me souviens bien, il n'y a que 2 threads, et toi, tu n'as accès qu'à une seule thread en gros. Donc voilà. Ça sert dans le sens où tout le code qui va autour de ça peut être partagé. Mais effectivement, après, il faut que tu descendes au niveau. Alors c'est un aspect que je n'ai pas encore trop creusé, tout ce qui est performance. Mais je sais que ce n'est pas comme sur iOS où tu peux créer autant de threads que tu veux. Tu es vraiment limité. Et c'est parce que, si je me souviens bien, il y a une thread pour l'interpréteur, justement JavaScript. Et après, tu as la main thread où tu fais tourner ton code.
Alors après, comme c'est de la programmation réactive, tu récupères les événements et normalement tu te dépêches de faire tes trucs et ça se passe bien, quoi. Mais voilà, moi je sais que dans l'application que je vous ai montrée, j'avais une grande liste de choses et il a fallu que je passe du temps à l'optimiser pour que ça se passe bien. Et une optimisation que je ne pense pas que j'aurais eu à faire en natif. Alors, j'ai pas encore trop regardé de ce côté-là. Je sais que j'ai lu un article où il disait que justement, ça rajoute quand même du code par rapport à une application native. Mais très honnêtement, je ne sais pas quelque chose que j'ai regardé. Il disait que ça rajoutait quelques mégabits par rapport à une application native. Alors, l'application Facebook est principalement native. Ils n'ont pas beaucoup de... Ouais. Alors, Facebook, il y a l'application Page pour manager vos pages, qui, elle, est en React Native. Il y a l'application groupe, mais après, l'application Facebook, c'est principalement du natif avec certains composants qui sont en React. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre encore aujourd'hui. Hein. Les grandes applications qui utilisent React Native, il y en a beaucoup d'entre elles. Ils ont quelques éléments qui sont en React Native. Et à mon avis, ils rencontrent tous les mêmes problèmes que Airbnb ont rencontrés, où faire l'interface entre les deux est quand même assez chaud, d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue technique. Au fur et à mesure, ils vont migrer le code vers du natif. Pour les fonctionnalités importantes, ils commencent à migrer tout de suite. Les fonctionnalités moyennes, ils le feront au fur et à mesure. Et puis après, il y a des fonctionnalités qui, de toute façon, n'évolueront plus. Et c'est tout, elles restent juste en stand-by et ils ne touchent plus. Il y a accès à tout, mais alors encore, c'est pas forcément au travers du React Native de base. Il faut utiliser des composants tiers pour pouvoir interagir. Et ces composants tiers, eux, descendent en natif, et ainsi de suite. Je vois, j'ai regardé pour faire un pédomètre, par exemple, en React Natif, et c'est faisable, il y a un composant. Mais voilà, il y en a 3 qui sont abandonnés. Il y en a un qui est encore supporté par la personne qui l'a créé. Et il a l'air de bien marcher, mais... Alors, c'est très bien pour les startups qui veulent faire un proof of concept, par exemple. Il faut le faire vite pour pas trop cher. Et après, évoluer dans le futur, faut réfléchir à plus long terme à comment on veut s'organiser, ainsi de suite. C'est pas juste, pour moi, c'est pas juste les coûts de développement. Parce que les coûts de développement dans un projet sont une partie du coût qui n'est pas... Donc, si on rajoute les coûts marketing, les coûts design, les coûts test et ainsi de suite, on se retrouve vraiment avec 25 ou 30% du coût du projet qui est vraiment développement. Merci à vous.